Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit. Avant même l'ouverture des portes, nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens. Puis les projecteurs aveuglant la rampe de débarquement, la scène avait un caractère irréel. On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp d'Auschwitz-Birkenau. Les nazis ne laissaient rien au hasard. Nous étions accueillis par des bagnards que nous avons aussitôt identifiés comme des déportés français. Ils se tenaient sur le quai en répétant « Laissez vos bagages dans les wagons, mettez-vous en file, avancez ». Après quelques secondes d'hésitation, tout le monde s'exécutait. Quelques femmes gardèrent leurs sacs à main sans que personne s'y oppose. Vite, vite, il fallait faire vite. Soudain, j'ai entendu à mon oreille une voix inconnue me demander « Quel âge as-tu » À ma réponse, 16 ans et demi, et a succédé une consigne. Surtout, dis bien que tu en as 18. Par la suite, en interrogeant des camarades aussi jeunes que moi, j'ai appris qu'elles avaient aussi sauvé leur peau parce qu'elles avaient suivi le même conseil murmuré à l'oreille « Dis que tu as 18 ans ». Elles étaient plus nourries, elles allaient mourir, donc les Allemands, c'est plus la peine de les alimenter. Donc cette baraque, c'est certes une baraque qu'on peut visiter comme une baraque d'habitation, on va rentrer dans cette situation. La file est arrivée devant les SS qui opéraient la sélection avec la même rapidité. Certains disaient « Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie de marcher, montez dans les camions ». Nous avons répondu « Non, on préfère se dégourdir les jambes ». Beaucoup de personnes acceptaient ce qu'elles croyaient être une marque de sollicitude, surtout les femmes avec des enfants en bas âge. Dès qu'un camion était plein, il démarrait. Quand un SS m'a demandé mon âge, j'ai spontanément répondu « 18 ans ». C'est ainsi que, toutes les trois, nous avons échappé à la séparation et sommes demeurés ensemble dans la file des femmes. Et quand les hommes ils arrivent, les femmes elles sont déjà mortes ou quoi? Et non, elles attendent, elles sont nues avec leur gamin. C'est avec le Zyklon, c'est ça qui est dessus là? Alors à Auschwitz, c'est avec le Zyklon B. Ouais. Dans d'autres camps, c'était des moteurs de chars ou des moteurs de camions qui tournaient et dont le pot d'échappement était relié tout simplement à l'intérieur, soit de camions, soit des chambres à gaz. Mais ici à Auschwitz, c'est le Zyklon B. On en reparlera cet après-midi au musée d'Auschwitz. Nous avons marché avec les autres femmes, celles de la bonne file, jusqu'à un bâtiment éloigné, en béton, muni d'une seule fenêtre où on entendait les capots, des brutes, même si c'étaient des déportés comme nous, et pas les SS. Elles hurlaient leurs ordres avec une telle agressivité que tout de suite nous nous sommes demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elles nous pressaient sans ménagement. « Donnez-nous tout ce que vous avez parce que de toute façon vous ne garderez rien. » Nous avons tout donné. Montres, bijoux, alliances. Avec nous se trouvait une amie de Nice arrêtée le même jour que moi. Elle conservait sur elle un petit flacon de parfum de l'an 20. Elle m'a dit « On va nous le prendre, mais moi je ne veux pas le donner, mon parfum. » Alors, à 3 ou 4 filles, nous nous sommes aspergées de parfum. Notre dernier geste d'adolescente coquette. Qui montrait des gens qui arrivaient, des juifs qui arrivaient. Pas de photos de chambre à gaz, pas de photos de cadavres, aucun mort sur les photos. Et là, celle qui est à gauche, là en fait, c'est un coin d'une photo. À l'échelle de celle-là, vous verrez, en gros, c'est ça. Donc c'est un agrandissement, c'est pour ça qu'elle est très floue, de ce bâtiment, en retrait, parce qu'on voit l'encadrement des portes ou des fenêtres. Et que ces photos, il n'a pas pu les prendre évidemment au su et au vu des Allemands. Il a pris un risque phénoménal. C'est pour ça qu'elles ne sont pas cadrées, c'est pour ça qu'elles sont floues. Ils sont censés passer. Pourquoi ils sont debout, ils sont dedans là les gens. Alors, tu as parfaitement raison.
Quand je dis qu'il a pris un risque terrible, ce prisonnier juif qui s'appelait, on pense l'avoir identifié, c'est un juif de Salonique en Grèce qui s'appelait Alex. Il a voulu montrer les gens qui arrivaient et comment ces gens mourraient. Donc si tu veux, ces femmes qui se déshabillent, ce sont les mêmes qui sont en train d'être jetées dans le feu. D'accord ? Donc elles sont passées, là elles arrivent Elles se pour aller... déshabillent dehors parce qu'à l'époque où elles arrivent, ce bâtiment avait été conçu, dans ce bâtiment une salle de déshabillage avait été prévue. Bon, pour X raisons, elle était inutilisable. Ça va pesantir, donc il arrive un moment où, au printemps 44, où les prisonniers doivent rentrer dans la douche, dans la pseudo-douche, et les habillent dehors. D'accord, donc là ils rentrent. Elles vont être amenées dans la chambre à gaz, les cadavres vont être extraits depuis cette porte, jetés dans les brasiers et brûlés. C'est ce qu'on voit sous les photos, c'est ce que montre très bien le fils de Saul aussi dans le film. L'immense enceinte de Birkenau comprenait, en marge du camp principal, un camp de quarantaine, réservé aux nouveaux venus pour une période limitée, qui tenait déjà la détention la plus brutale, même s'il y était plus facile d'échapper au travail. Au printemps de 1944, les autorités du camp avaient décidé de prolonger la rampe de débarquement des convois pour la rapprocher des chambres à gaz. La main-d'œuvre du camp principal étant insuffisante, les déportés en quarantaine, dont nous faisions partie, ont été requis pour cette prolongation, permettant ainsi d'accélérer l'acheminement des convois. La plupart des déportés en quarantaine ont donc été mobilisés. Vaille que vaille, nous nous faisions à l'effroyable ambiance qui régnait dans le camp, la pestilence des corps brûlés, la fumée qui obscurcissait le ciel en permanence, la boue partout, l'humidité pénétrante des marais. Aujourd'hui, quand on se rend sur le site, malgré les décors des baraques, des miradors et des barbelés, presque tout ce qui faisait Auschwitz a disparu. On ne voit pas ce qui a pu se dérouler en ces lieux, on ne peut l'imaginer. C'est que rien n'est à la mesure de l'extermination de ces millions d'êtres humains conduits là depuis tous ces coins de l'Europe. L'industrie du massacre atteignit alors les sommets. Si nous avions pu imaginer ce qui nous attendait, nous aurions supplié les jeunes de prendre tous les risques pour sauter du train. Tout était préférable à ce que nous allions subir. Le voyage a duré 2 jours et demi, du 13 avril à l'aube au 15 au soir à Auschwitz-Birkenau. C'est une des dates que je n'oublierai jamais, avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France, le 23 mai 1945. Elles constituent les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78 651 sur la peau de mon bras gauche. À tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j'ai vécu. La logique des camps est implacable. Le malheur des uns y atténue celui des autres.
L'arrivée en masse des Hongrois à Birkenau a créé une sorte d'abondance. Beaucoup d'entre eux venaient de la campagne. Ils étaient chargés de victuailles, entre autres des pâtés, des saucissons, du miel, ainsi que du pain noir qui n'avait rien à voir avec notre pain à la sciure de bois. Ils débarquèrent aussi avec des valises pleines de vêtements. Une épouvantable tristesse m'étreignait en voyant, éparpillés au sol, les vêtements des personnes qui venaient d'être gazées. Toutes ces affaires étaient ensuite ramassées et expédiées au Canada, surnom du commando où s'effectuait le tri des bagages. C'est là que des déportés triaient les vêtements avant leur envoi en Allemagne. Plus il arrivait d'affaires dans le camp, plus les vols étaient nombreux. Je me souviens d'être passé une fois devant le bloc où habitaient les filles du Canada. Elles avaient réussi à aménager leur baraque, et même si elles dormaient toujours sur des chalets, leur confort était sans rapport avec le nôtre. Elles portaient une lingerie magnifique. Par contraste, avec l'absolue misère qui régnait, le Canada constituait une sorte d'enclave magique au cœur du camp. D'abord parce qu'en émanait une image de richesse et d'abondance, ensuite parce que le Canada alimentait toutes sortes de trafics. Quelquefois, il y a le lieu d'arrestation aussi. Donc, vous pouvez pas... C'est Montauban. Voilà. Ça, c'est un juif qui a été arrêté à Montauban. Donc, lui, s'il y a une fiche à son nom, c'est qu'il fait partie de ceux qui ont été sélectionnés pour travailler. Donc, il a un numéro de chute. 58 000 et quelques, vous voyez. Et aujourd'hui, les numéros, quand vous trouvez les numéros d'un prisonnier, ça vous permet de dater précisément un jour près quand il est arrivé ici. À notre arrivée, il fallait à tout prix nous désinfecter. Nous nous sommes donc déshabillés avant de passer sous les jets de douche, alternativement froid et chaud. Puis, toujours nus, on nous a placés dans une vaste pièce munie de gradins, pour ce qui en effet était une sorte de sauna. La séance parut ne devoir jamais finir. Les mères qui se trouvaient là devaient subir pour la première fois le regard de leurs filles sur leur nudité. C'était très pénible. J'étais jeune, brune, en bonne santé, de la viande fraîche, en somme. Une fille de 16 ans et demi, arrivant du soleil, tout cela émoustillait les capots et suscitait leurs commentaires. Depuis, je ne supporte plus une certaine promiscuité physique. Tout ce qu'on peut dire, écrire, filmer sur l'Holocauste n'exorcise rien. La Shoah est omniprésente. Rien ne s'efface. Les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, les coups, les cris. Non, rien ne peut ni ne doit être oublié. Mais au-delà de ces horreurs, seul importe les morts. La chambre à gaz pour les enfants, les femmes, les vieillards pour ceux qui attrapent la gale, qui clopinent, qui ont mauvaise mine. Et pour les autres, la mort lente. 2500 survivants sur 78 000 juifs français déportés. Il n'y a que la Shoah. L'atmosphère des crématoires, de fumée et de puanteur de Birkenau, je ne l'oublierai jamais. Là-bas, dans les plaines allemandes et polonaises, s'étendent désormais des espaces dénudés sur lesquels règne le silence. C'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler et que la mémoire des vivants habitera toujours.